飯田のくむです。本日はドメーヌ・ジョール・ジュリニエを訪問させていただきます。Donc au niveau de la vinification, le domaine pratique des choses qui sont relativement classiques de la vinification du pinot noir en Bourgogne. Pas de choses extraordinaires. On va vendanger manuellement, réaliser un tri à la parcelle et également sur table de tri à l'entrée de la cuverie. Ensuite, le vendange va être égrappé. Alors l'égrappage va vraiment être quelque chose qui est une variable d'ajustement pour moi. Je vais pouvoir égrapper plus ou moins en fonction du vin, des raisins, de leur maturité, et puis aussi du vin que je veux produire avec cela. Sur certains millésimes où la maturité est un petit peu plus faible, je vais égrapper un petit peu plus, et puis sur les années où au contraire on aura des maturités qui sont fortes, alors à ce moment-là les rafles souvent sont un peu plus mûres et vont nous permettre d'être apportés de façon un peu plus importante dans la cuvaison et apporter ainsi un petit peu plus de structure, un petit peu plus de tanin. Voilà. Pour nous, la proportion varie entre 10% de grappes entières et 35% de grappes entières. Au-delà, je trouve que ça fait des vins qui sont trop durs et que je ne sais pas moi vinifier comme il se doit et qui ne sont plus forcément les vins que j'ai envie de produire. Voilà. Donc ensuite, une phase de macération à froid. On va descendre en température les raisins pendant environ une semaine. Et puis la fermentation alcoolique s'engage par l'intermédiaire de levures indigènes. La nature faisant bien les choses, pourquoi la contrarier? Je pense même que la levure fait partie intégrante de notre style, la levure de la maison. On ignore bien qui elle est, mais elle est notre outil, elle est là pour transformer nos raisins en notre vin. Et donc pour moi c'est important de travailler conjointement avec ces levures non sélectionnées. Et puis ensuite, pas une fin de vinification très longue. J'aime pas forcément les cuvaisons qui n'en finissent pas. Donc, aux alentours de entre 15 et 20 jours, souvent on va décuver avec des transferts les plus gravitaires possibles. Et puis très rapidement, on descendra les vins à la cave où nous sommes. Donc, ici, des vins qui sont descendus rapidement, donc avec des tonneaux qui sont relativement riches en lit. Dans le fond de chaque tonneau, aujourd'hui, on a 5 à 6 litres de dépôt qui vont nourrir le vin pendant une première partie de l'élevage. Et puis, s'en suivra à la fin des fermentations malolactiques un soutirage pour préparer tout doucement les vins à la mise en bouteille par 2 clarifications faites par ces soutirages qui vont nous permettre normalement de faire des mises en bouteille sans aucune filtration après 16 à 18 mois dans nos caves. Pour la proportion de fûts, on va utiliser aux alentours de 40% de fût neuf sur les grands crus, environ 25% de fût neuf sur les appellations premiers crus, et j'essaye normalement de ne mettre pas de fût neuf sur les appellations village. Je veux que le terroir soit représenté d'une façon totalement transparente. Le fût est un accompagnateur, le fût est un exhausteur de qualité, mais il peut aussi parfois devenir dominant. Et moi, je ne fais pas des vins qui soient juste aromatisés par des tonneaux. Je veux au contraire des vins qui soient l'expression de nos terroirs. Quand on peut les accompagner, c'est bien, mais quand on peut aussi les laisser s'exprimer, c'est bien aussi. Donc j'aime bien cette proportion, pas trop appuyée de fût. Et puis sur les premiers crus ou les grands crus, là où on va utiliser un petit peu plus de fût neuf, je vais travailler avec 5 ou 6 tonneliers, avec des origines de bois différentes, avec des chauves différentes, afin que chaque tonneau soit un élément constitutif de la cuvée, mais ne prenne jamais le dessus d'une façon aromatiquement en tout cas. Vraiment le vin soit toujours le dominant, et puis le tonneau apportera quelques notes. Un petit peu comme un orchestre symphonique créé de plein de petits instruments qui indépendamment ne sont pas forcément très harmonieux, mais ensemble, bien dirigés par le chef d'orchestre, vont finir par faire une musique agréable. Voilà un petit peu la philosophie de l'usage du fût. Pour les préparations à la mise en bouteille, que ce soit le collage ou la filtration, j'essaye de ne pas en faire, parce que ce soit les deux méthodes vont retirer des composés au vin dans le but de les nettoyer.
bien évidemment. Et moi, je pense que si on prend le temps suffisant par cet élevage un petit peu plus long, par ces deux sous-tirages et par ces 16 à 18 mois en fût, ben on va laisser le temps aux choses de se nettoyer, de se clarifier suffisamment naturellement. Donc, j'ai pas envie de retirer des choses au vin pour les rendre plus propres, mais je préfère simplement laisser ces choses tomber naturellement dans le fond. Et je pense qu'on a des vins qui sont avec des touchés de bouche un tout petit peu plus veloutés, un tout petit peu plus souples que ce qu'on fait quand on fait de la filtration. Voilà. Après, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui vont me dire qu'avec des filtrations, on fait des vins plus éclatants. Moi, j'aime bien ce côté un petit peu brut. On n'est pas, voilà, il n'y a pas de levurage, il y a pas de bactéries il n'y a pas de bactéries pour la fermentation dans le lactique qui vont être utilisées. Il n'y a pas de collage, il n'y a pas de filtration. Euh, je pars d'un principe un peu étonnant quand on a fait des études d'œnologie, qui est de dire le moins j'en fais en vinification, le mieux je me porte. Pour moi, la qualité du vin, elle vient en amont, elle vient d'un beau raisin, et puis un beau raisin qu'on a vinifié d'une façon la moins interventionniste possible, bah, ça fera pour moi les meilleurs vins, alors qu'un raisin bien moyen, et on a beau utiliser toutes les armes mises à notre disposition, resteront des vins bien moyens. Donc j'essaie de ne rien faire, et de ne rien faire, c'est parfois plus compliqué que de faire quelque chose. Donc tout ce cheminement pour essayer, et c'est là que c'est peut-être un peu perturbant, de faire des vins dont on ne soit pas que Georges Ligné. Moi j'essaie de faire des vins qui soient les vins de leur appellation. J'aime quand mon Chambol ressemble à du Chambol, ou tout au moins l'image que j'en ai. Quand le Morée premier cru est du Morée premier cru, quand le Morée Saint-Denis premier cru Clos des Ormes est ce qu'il est. Et donc pour moi, ce qui est vraiment l'essence même de la Bourgogne, c'est ce puzzle de terroir. Et donc, mon process de vinification, mon process aussi dans les vignes, est vraiment de conduire les vins à être l'expression de ce terroir et non pas l'expression de mon style. On va trouver des maisons de négoce, par exemple, qui vont essayer d'asseoir leur style en disant voilà, on fait le vin à typer maison 1. Et ben, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire des vins euh, qui soient les vins de Moret-Saint-Denis du millésime 2019, les vins de Moret-Saint-Denis du millésime 2018, et que cet ensemble, terroir plus millésime, nous conduise à un produit qui ne soit pas reproductible l'année suivante. Voilà. Donc vraiment cette difficulté, pour vous comme pour moi, d'avoir cette lecture-là. Je dis souvent, il ne faut pas y voir de fausse modestie, mais je ne suis pas celui qui a écrit le livre, mais celui qui l'a traduit. Le livre, c'est la nature, c'est le climat, et c'est le terroir qui l'ont écrit. Et puis, ben moi, j'essaye de transformer cela en une bouteille de vin et d'essayer de vous accrocher avec ça. Voilà. Donc, une des parcelles les plus emblématiques de notre domaine est le Morey Saint-Denis premier cru Clos des Ormes. Il est emblématique par sa taille. C'est vrai on exploite 2 hectares sur les 4,5 que possède ce premier cru, donc ce qui fait qu'on a à peu près 50% de la production de Morey Saint-Denis premier cru Clos des Ormes. Donc il y a un vrai attachement pour nous à cette parcelle. En plus, en un seul tenant, c'est vraiment quelque chose d'assez rare. Je vous disais tout à l'heure en introduction que le domaine fait 16 hectares sur 47 parcelles, et on en a une qui fait 2 hectares. Donc vous comprendrez qu'elle elle a vraiment son importance. C'est aussi un vin qui nous est cher parce que pour moi, il représente vraiment la typicité du nord de Moret-Saint-Denis. Les vins de Moret sont réputés être un tout petit peu plus rustiques, euh, un petit peu plus masculin peut-être que ceux de Chambol-Musigny. Et je trouve que le Clos des Ormes reflète bien cette impression. C'est un peu moins soyeux et en même temps plus complexe. Donc nous, le vin qui est issu de cette parcelle nous plaît beaucoup. C'est une parcelle qui est située entre deux combles, qui n'a pas du tout eu d'impact de l'érosion. Donc le temps n'a pas creusé le sous-sol du Clos des Ormes. Et on va avoir un premier cru qui est directement sur une roche-mère calcaire avec assez peu d'alluvions. Donc ce qui en fait un premier cru plutôt haut de gamme, mais avec aussi son caractère. Il y a des premiers crus qui vont être plus consensuels. Le Clos des Ormes a son côté moretin, ce côté un peu grognon qui lui plaît tant. Alors dans la jeunesse, il est parfois un petit peu moins
agréable. Par contre, dans le vieillissement, c'est un premier cru qui va vraiment révéler toutes ses qualités. Donc on produit deux grands crus sur la commune de Moret-Saint-Denis, le Clos Saint-Denis et le Clos de la Roche. Ce sont pour moi deux enfants. On ne peut pas savoir lequel des deux est notre préféré. Ils ont chacun leur qualité. Un sera quand un est charmant, l'autre est pénible, etc. C'est vraiment deux frères et sœurs. Le Clos Saint-Denis va être régulièrement plus dans la finesse, plus dans la dentelle, plus dans l'élégance. C'est un grand cru qui est plus en altitude pour moi que le Clos de la Roche. Donc on va avoir une influence des vents qui est aussi plus importante. Plus de soleil le matin, beaucoup moins de soleil le soir, en heure d'ensoleillement. Donc un grand cru aussi avec des variations de température entre le jour et la nuit qui vont être un petit peu plus intéressantes. Le Clos de la Roche, lui, un peu plus bas sur le coteau, va être protégé des vents du nord par les latricières chambertin et donc va se retrouver dans un cocon un petit peu plus chaud. Donc les températures entre le jour et la nuit sont un peu plus constantes. Le soleil du soir va rester une bonne demi-heure de plus dans les Clos de la Roche par rapport au Clos Saint-Denis. Et donc, la maturité est souvent un petit peu plus puissante, un petit peu plus forte dans les Clos de la Roche, ce qui leur donne des vins avec des tanins un peu plus marqués. Alors, l'un et l'autre ont leur qualité. Moi, j'ai une vraie préférence pour le Clos Saint-Denis, ce grand cru de grande finesse. Le Clos de la Roche, je l'aime beaucoup, mais il est peut-être plus semblable à ce qu'on peut trouver sur certains grands crus du Chambertin. Clos Saint-Denis est pour moi cette unique délicatesse qu'on peine à avoir dans la Côte de Nuits.